Bonjour et bienvenue dans Vesper. Certaines personnes ont en elles une flamme discrète mais qui éclaire loin, une énergie ancrée, constante, exigeante. C'est le cas de Bénédicte Lemoyle. Bénédicte a créé son agence de communication globale à l'encre bleue à Vannes en 1999 avec une ligne claire, écouter vraiment, conseiller utile et accompagner avec exigence. Formée dans l'action, nourrie par les réseaux de dirigeants comme le CJD ou l'APM, elle a construit son métier de dirigeant comme on bâtit un projet de vie, en lien avec les autres, en mouvement, en conscience. Elle incarne une génération de dirigeantes qui assument pleinement toutes les facettes de leur vie, femmes engagées, professionnelles accomplies, citoyennes actives, mères et sportives passionnées. Dans cet épisode, on retrace son parcours et ce moment décisif où elle a choisi d'ouvrir son agence. On parle d'un métier en mutation, d'une agence qui évolue, de l'arrivée de l'IA et son impact sur les équipes comme sur les clients. On parle aussi de transmission, de territoire, de sport et bien sûr de cette flamme olympique qu'elle a portée à Vannes, clin d'œil symbolique à celle qui l'anime depuis toujours et à cette association qui lui tient tant à cœur, la Vantaise. Un épisode qui parle d'engagement, de conviction et de cette force tranquille qu'ont les femmes qui avancent. Bonne écoute. Bonjour Bénédicte. Bonjour Annabelle. Dis-moi, quelle est ta flamme à toi, celle qui t'anime depuis toujours ? Écoute, je pense que sans surprise pour toi, ça va être le sport. Oh Avec un petit clin d'œil, je suppose, à la flamme olympique. Exactement. Donc c'est vraiment ce qui te porte et ce qui t'anime en fait. Ouais, moi j'adore le sport en fait. J'adore tous les sports co. J'adore regarder les compétitions. J'adore y participer. Alors en tant que spectateur, pas en tant que sportif, mais j'adore ça. Ça me vide la tête, ça me transcende. C'est quelque chose que je partage au niveau familial avec mon mari, avec mes enfants, avec les amis. Ça me porte. C'est ton fil rouge à toi. Ouais, c'est mon fil rouge. C'est mon fil rouge, c'est ce qui me permet de me vider la tête, de penser à autre chose, de faire un break. Il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à une réunion avec un club de dirigeants sur le fait de méditer. Je pense que c'est une petite forme de méditation en fait, parce que pendant le sport, je mets mon cerveau sur pause. Ouais, c'est une introspection en tout cas, ou à l'inverse, une libération. Oui, et puis tu penses à rien, en fait, tu vis le match comme si tu étais sur le terrain toi-même, donc je bouge sur mon siège, je bouscule mes deux voisins de droite et de gauche parce que je peux pas m'en empêcher. En fait, tu vis l'instant, tu vibres et puis du coup, tu penses à rien d'autre, tu laisses les petits soucis du quotidien de côté, donc c'est pas mal. On va en parler du sport parce que le sport, on le retrouve dans ta posture de dirigeante, dans ta vision du management, on le retrouve dans tes engagements, fort, associatif, citoyen. On voit vraiment que c'est ton fil conducteur. Avant de créer ton agence, donc à l'encre bleue, en 1999 ? C'est ça. C'est ça, donc ça fait plus de 25 ans. Oh là là. Ouais, non, c'est... Ouais. Et une belle agence, tu nous diras un peu ce que représente à l'encre bleue aujourd'hui. Moi, je voudrais savoir où tu as fait tes armes, un peu de ton parcours académique. Et puis peut-être ce qui t'a été le moment pivot où tu t'es dit tiens la com c'est mon truc, ou ça s'est pas du tout passé comme ça pour Alors toi? Moi si tu veux en fait d'abord je viens d'études littéraires. D'accord. Donc j'ai plutôt fait des études de langue, littérature, etc. Ce que j'aimais beaucoup. J'ai gardé d'ailleurs, même dans mon métier actuellement, un goût pour le mot précis. C'est quelque chose que j'aime. La partie rédaction de ton travail. Ouais, exactement. La partie rédaction et puis la partie de vraiment du sens de chaque mot. Donc c'est quelque chose qui m'habite. Après, j'ai fait des études de graphisme en fait. D'accord. En France. Enfin, en France. Je dis en France parce qu'ensuite j'ai continué à l'étranger. J'ai fait des études de graphisme à Rennes. Et puis, je voulais continuer dans ce domaine-là. J'aimais beaucoup tout ce qui était typographie, etc. Et en fait, après mon BTS, j'ai postulé aux grandes écoles de Paris.
Boulle, Estienne du Perret, voilà les écoles qui font un peu rêver quand même. Rêver, voilà. sur ces métiers artistiques. Exactement. Et de l'art aussi. Et de l'art. Et c'est vrai que si tu veux, dans ce domaine d'activité, tu sors de ces 3 grandes écoles, c'est reconnu. C'est un peu comme dans chaque domaine d'activité, enfin chaque type d'études, mais cela, voilà, ça t'ouvre quand même. Bien sûr. Certaines portes. Et en parallèle, je m'étais un peu renseignée sur la spécialité de la typo, qui n'était pas traitée du tout en France, en fait, et qui l'était beaucoup plus en Angleterre. Donc, en parallèle, j'avais fait des demandes à l'université d'Exeter, notamment. Et puis, j'ai pas été prise directement sur dossier dans les écoles de Paris. J'ai passé des entretiens pour rentrer à l'université, sur des études supérieures, un master. Et les entretiens sont très bien passés. C'était la première fois qu'ils allaient intégrer en fait une élève étrangère, mais dans le cursus en fait, parce que je partais pas avec Erasmus. Moi, je voulais vraiment passer mon diplôme, donc c'était pas un échange de 6 mois. Je voulais intégrer pour 2 ou 3 ans. Donc, ils n'avaient jamais fait ça encore. Et j'ai eu une réponse positive me disant que j'étais prise. J'ai paniqué parce que, en fait, après la demande et le fait de te dire ça peut être bien quand tu es au pied du mur, du coup, tu paniques un peu. Ouais, petite prise de conscience. Ouais, c'est ça. Grosse prise de conscience même. Et dans la foulée, j'étais sur liste d'attente à Duperret. Et Duperret m'appelle, je me souviens, pendant l'été, en juillet, pour me dire, finalement, vous êtes prise. Et comme j'avais déjà été prise en Angleterre, j'y suis pas allée. Ok. Donc j'ai choisi le cursus anglais. Mais quand je dis ça, quelquefois mon entourage se moque de moi. Mais en fait, ça c'était en 96-97. T'avais pas internet, t'avais pas le téléphone portable. T'étais quand même plus coupé du monde, plus coupé des tiens. T'étais ravitaillé par les courriers, les lettres papier. Que tu attendais avec impatience. Ouais, les cartes postales aussi. Exactement. Tu n'avais pas accès, par exemple, à tous les médias français à l'étranger. Donc, je me souviens, ma maman, elle m'enregistrait sur des cassettes VHS les émissions que j'aimais bien et je repartais avec pour pouvoir les regarder en replay. Enfin, ça semble d'un âge de pierre, mais c'est pas si C'était une réalité, en fait. bien sûr. Ouais, c'est 98 à peu près. Ouais. Et donc, j'ai fait ce parcours à l'étranger. Donc, je suis restée 2 ans à la fac là-bas. Ok. J'ai passé mon diplôme et ensuite, je suis revenue en France. Et tu parlais bien anglais déjà quand tu es partie là-bas ou ça aussi, c'était l'apprentissage en plus? Moi, j'avais fait des études littéraires. Donc, j'étais sur des bacs A2. On faisait 3 langues, anglais, espagnol, allemand. Je parlais à peu près, mais pas non plus très, très bien. Donc, je me suis un peu entraînée. Et puis, en fait, je me suis aperçue que dans mon cursus scolaire, c'était une chance. Parce qu'en fait, d'abord, comme j'intégrais comme une élève anglaise, j'avais les mêmes examens, j'avais aucun passe-droit en fait. Ouais. Donc, fallait bosser un peu plus quand même. Ouais, c'était un peu chaud. Donc du coup, j'étais obligée de bosser plus. Ok. Donc en fait, je répétais beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de choses à l'oral. Donc dans ma chambre d'étudiante, je répétais, voilà, pour pouvoir tenir un oral complet. Et donc, en fait, ça m'a beaucoup servi parce que je bossais plus que les élèves anglais. Donc, j'avais des bons résultats. Quand eux venaient un peu plus en touriste. Finalement, la touriste était plus efficace et plus performante. C'est ça, parce que j'étais obligée de bosser plus, en fait. Okay. Exactement. Cette expérience-là, donc tu as eu ton diplôme, tu es rentrée en France, comme on dit. Ouais. Ok. Et là, c'était pour travailler ou tu n'étais pas encore bien Je suis rentrée en France pour travailler. Mais j'avais un souci de mobilité en fait. Donc j'ai été obligée de revenir, j'ai dû revenir sur Vannes parce que mon mari avait déjà trouvé du boulot sur Vannes en fait. Enfin, on n'était pas encore mariés, mais on s'est mariés 2 ans après. Donc j'avais très peu de mobilité géographique. Donc ça a été très compliqué de trouver du travail. Alors du coup, c'est quoi l'étincelle parce que en fait, tu as créé l'agence quasiment dans la foulée. J'ai créé l'agence 5 ans après être rentrée. En fait, en rentrant, j'ai enchaîné les petits boulots. Ok. Mais des petits boulots pas franchement intéressants. Ouais, pas ciblés dans
Non, cœur? j'ai travaillé un petit peu dans l'édition quotidienne. Donc là, je faisais plutôt de la mise en page de journaux. Ouais. Bon, c'était pas... C'était un job graphiste un peu... Ouais, mais assez infographiste. basique quand même. Ensuite, j'y trouvais pas forcément mon compte, donc je suis partie. J'ai fait 6 mois, je crois, comme ergothérapeute à la Thalasso d'Arzon, parce que je trouvais rien d'autre. Donc j'étais formée en 15 jours et du coup, je faisais carrément autre chose. Et puis après, j'ai trouvé du travail dans une petite maison d'édition à Vannes. Bon, ça n'a pas duré non plus très longtemps. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre en fait d'enchaîner des contrats qui n'étaient pas chouettes, avec des métiers finalement qui ne se rapportaient pas aux études que j'avais faites et qui m'épanouissaient pas du tout. Donc, je venais tout juste d'avoir Arthur, mon fils, qui est né en 98, en décembre. Et puis finalement, je me suis dit, écoute, voilà, pourquoi pas tenter l'aventure toute seule et voir ce que ça donne. Donc je suis pas du tout rentrée dans mon job de dirigeant avec quelquefois la flamme, pour reprendre tes mots, qu'on trouve chez les dirigeants en se disant, ouais, moi je vais monter ma boîte, je vais tout exploser, j'ai un projet béton. Moi, je suis vraiment rentrée par la petite porte pour créer ton job surtout. Exactement, parce que je trouvais rien sur Vannes. D'accord. Et là, tu t'y prends comment ? T'as des connexions, t'es du cru, donc tu vois un peu pour qui tu vas travailler au départ. T'as déjà des petits contrats qui s'identifient ou franchement tu pars de zéro ? Rien du tout. Tu prends ta petite valisette, ton ordinateur et puis... Ouais, alors je me souviens qu'au départ... Parce que c'est dès le début, c'est à l'encre bleue que tu crées. Dès le début, c'est à l'encre bleue. Ouais, tout de suite, okay. Dès le début. Et mon premier contrat, je crois que je l'ai eu avec le Crédit Agricole. Ok. Donc j'ai commencé avec eux sur un support, je crois que c'était une petite plaquette, bref. Et après, en fait, j'ai une amie qui bossait à la fac, à l'UBS, et qui m'a dit, tiens, contacte à Arlette Evenot, je la croise de temps en temps, on a gardé le contact, et ça a vraiment démarré avec elle. D'accord. Et donc, un de mes plus anciens clients, c'était l'UBS, avec qui j'ai travaillé assez longtemps. Et du coup, ça a démarré comme ça. On s'est bien entendus toutes les deux et on a fait pas mal de choses. Et du coup, tu as démarré vraiment sur un travail graphique, un travail visuel, un peu corporate ou de marque. Oui. Ok. Au départ, l'agence en fait était beaucoup plus orientée sur le graphisme que sur la communication, le marketing, etc. Ouais. Okay. On est rentré vraiment par cette porte-là et puis après, ça s'est un peu développé. Ok. Aujourd'hui, tu penses qu'on retrouve quoi de toi dans À l'encre bleue aujourd'hui ? Alors moi j'ai gardé, alors aujourd'hui, donc moi je suis passée de travailler toute seule à travailler à 14. Ouais, vous êtes, j'allais dire, une petite quinzaine. Donc ça change quand même toute l'organisation. Et on a beaucoup développé au niveau des services qu'on propose. Donc on a pas mal on est 14, mais on a 10 ou 11 métiers différents. C'est ça, en fait, ça a surtout développé les compétences et les champs d'action et de services. On a plus développé en fait la partie qui concernait le besoin client, avec une palette très large, plutôt que effectivement des empilements de postes identiques en fait à l'agence. Donc on a pas mal de spécialités. Après, je pense qu'aujourd'hui on retrouve encore un peu tout parce que même si moi je suis plus dans l'opérationnel direct de tous les dossiers ou tous les supports qui sortent, j'ai conservé toujours de la direction artistique. D'accord. Qui me permet de maintenir le fait qu'effectivement ce soit en phase avec l'agence en fait. Je pense qu'effectivement nous on le voit peut-être pas forcément, on a je pense une certaine patte, mais parce que en plus alors moi je veille à ça parce que j'aime ça, donc même si dans mon rôle aujourd'hui je m'éloigne un peu de l'opérationnel, je conserve cette partie-là parce que c'est ça aussi qui me porte en fait, donc j'aime, et puis j'ai quand même aussi des collaborateurs et des collaboratrices qui sont là depuis plus de 20 ans. Ouais. Donc, qui gardent aussi cette patte-là. C'est ça. En fait, vous avez grandi ensemble et vous avez fait grandir l'agence avec vos visions qui forcément s'étalent un peu, mais pour autant,
il y a une âme, il y a un fil conducteur là aussi pour vous. Il y a une âme, et puis notamment Claudie, qui a été la première graphiste à intégrer l'agence, elle est toujours ici. Donc je crois qu'elle est rentrée en 2001. Tu vois, ça fait 23 ans qu'elle est là. Et pour la petite anecdote, pour rebondir sur ce que tu dis, on a intégré une jeune collaboratrice il y a quelques mois, là, il y a 2 mois. Et on était en train de travailler sur un dossier en équipe. Et Marie, qui est la deuxième directrice artistique à l'agence, elle me dit « Non mais Bénédicte, je sais exactement ce que tu veux ». Et donc Margot l'a regardée en disant « Ah bon mais elle a rien dit ». Oui. Et Marie a dit « Oui, mais moi je sais ce qu'elle attend ». C'est ça, quand on travaille depuis si longtemps ensemble, on n'a plus besoin de se parler. Non, c'est-à-dire qu'en fait, t'as une connivence, une connexion. Ouais, t'as pas besoin d'exprimer les choses, tu sais, elles savent exactement, et moi de la même manière, je sais ce qu'elles vont produire, et elles savent exactement là où on veut aller, et ce qui va convenir. Ce qui va convenir, mais quelque part, ces petites pépites nouvelles aussi, elles sont là pour un petit peu disruper les codes ou titiller, parce que il faut pas s'endormir non plus. Oui. Il faut pas s'endormir sur ce qu'on sait très bien faire. On sait qu'on va pas décevoir, mais parfois il faut, j'imagine, dans vos propositions agences, quand vous faites des retours, il faut aussi savoir un peu se challenger. Oui. Donc c'est toute cette mixité qui doit faire du bien, parce que là tu peux recruter des collaborateurs qui sont un peu plus jeunes que ton agence aujourd'hui quasiment. Ah bah oui. Et donc et qui ont l'âge d'être mes enfants surtout. et qui vivent avec d'autres codes de communication que ceux qui nous ont posés dans nos métiers et avec lesquels on a grandi et imagé. Ah oui, et puis là aujourd'hui, on a effectivement des jeunes collaborateurs qui arrivent, qui ont l'âge de nos enfants, parce qu'on a un petit peu de team à l'agence, en fait, on a un peu la team des vieux, entre guillemets, et puis la team des nouveaux, des plus jeunes, mais c'est aussi effectivement cette fraîcheur que ça amène. Ouais. Et ça nous fait du bien. Et cette mixité. Exactement, ça nous fait du bien, on aime bien, tout le monde y trouve ça. On parle clairement de mixité homme-femme aujourd'hui, et moi je trouve que c'est vraiment nécessaire de travailler tous ensemble, mais l'intergénérationnel dans une entreprise et l'emploi des seniors est quand même un vrai sujet en ce moment. Enfin, je ne sais pas si tu vois des choses passer, mais je pense que ça devient un vrai sujet, puisqu'on va travailler quand même. À 65 ans, on peut encore travailler. Donc, à 50 ans, si on est senior, OK, il faut qu'on soit embauché. Et on a besoin de ça, en fait, dans une entreprise. Enfin, je pense que ça se transmet, ça s'apporte, ça se challenge et c'est positif. Moi, je trouve ça, honnêtement, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve ça plus important que toutes ces discussions autour du genre, en fait, qui parfois m'agacent profondément. En fait, moi, dans mon rôle, vraiment, parfois on me pose la question, mais moi, j'ai jamais considéré que je faisais mon job différemment d'un homme. Je me suis jamais posé cette question, en fait. Et quand je prends un dossier, quand je fais un rendez-vous, je ne me pose absolument pas cette question. Par contre, on t'a ramené face à ça? Non. Pas beaucoup, mais c'est un petit peu à certaines périodes. Mais bon, voilà, il y a aussi c'était à l'époque, il y a de la maladresse, il y a plein de choses. Et puis après, tu prends l'expérience aussi, donc tu vois les choses différemment. Mais je n'aime pas quand on me ramène à ça aujourd'hui, par exemple. Et moi, je fais partie de certains clubs de dirigeants. Quand j'y vais, je ne me pose pas la question de savoir si je suis un homme ou si je suis une femme. Je suis là par rapport à ma fonction, pas par rapport à mon genre, en fait. Donc, et mon genre peut-être influer sur certaines choses, sur certaines approches qu'on n'a peut-être pas forcément identiques les uns et les autres. Mais ça s'arrête là, en fait. On fait après le même métier. Donc, je me suis non plus jamais sentie en infériorité par rapport à ça. C'est pas un sujet, en fait. Pour rebondir là sur ta posture de dirigeante, et tu dis, moi je garde encore un pied sur les dossiers parce que au départ, t'aimes créer, t'aimes graphiquement, c'est ça. Et le risque quand on devient peut-être 3, 4, 5, 10 dans une agence, on prend une posture plus administrative, plus managériale, plus dirigeante. Mais pour autant, ce qu'on aime à la base, c'est son métier. T'as toujours su ça bien doser pour pas perdre en fait finalement ce qui t'anime quand même, ou alors tu as aussi tellement bien grandi dans ton métier de dirigeante que tu en as trouvé d'autres satisfactions qui t'ont épanouie et qui t'ont fait prendre une distance naturelle. Alors au départ, en fait, j'ai envie de dire que c'est presque un peu contradictoire, c'est-à-dire que plus t'es petit finalement, plus tu es obligé d'être multitâche. Tu fais tout. Oui. Donc, au départ, moi, je faisais aussi bien la gestion des dossiers, le commercial,
l'administratif, les déclarations de TVA, j'allais faire les livraisons chez les clients et je faisais le ménage. Donc, si tu veux, c'était quand même le couteau suisse. Alors qu'en se structurant après, tu réussis justement à mieux organiser toutes ces choses-là. Donc, depuis assez longtemps, en fait, on a mis en place à l'agence un poste, alors qu'on appelle dans notre domaine des postes non productifs, en fait, justement de gestion, compta, administratif, DAF, RH, etc. Donc on a une personne qui s'en occupe et qui me permet, moi, de me libérer de cette partie qui est vraiment pas, pour le coup, ma partie. Et avec quelqu'un qui travaille aussi avec moi depuis très longtemps, donc j'ai cette même connivence. Elle sait exactement et comment on va traiter les choses, ce que j'attends, etc. Donc je dis parfois que c'est la deuxième partie de mon cerveau parce qu'elle elle est en capacité de faire les choses avant même que j'y pense ou que je les formalise. Mais par contre, effectivement, de garder un pied. Alors mon métier, il a évolué aujourd'hui. Je regarde le graphisme parce que j'aime ça, mais on a développé, nous, toute une partie plutôt marketing, web marketing, data, agence vraiment orientée commerciale. Et ça, c'est des choses, tu vois, pour le coup, qui sont très éloignées de mon domaine de prédilection, puisque moi, je suis plutôt une littéraire. Mais alors, tout ce qui est data, statistique, analyse, etc., ça me passionne, en fait. En fait, tu as plongé dedans. Tu as grandi et évolué avec l'évolution, en fait, juste des outils de communication, de la digitalisation. On parle souvent, tu vois, la digitalisation, on parle souvent des révolutions qu'il y a eu dans notre métier. Nous, franchement, alors, je n'ai pas non plus le recul sur les autres, mais ces 10 dernières années, elles ont été bousculées dans notre métier de façon profonde. C'est même été une révolution. C'est une totale révolution. Tout a été renouvelé. Au départ, tu t'as acheté des espaces dans la presse, un peu de radio, un peu de médias, et aujourd'hui, ces outils-là n'existent quasiment plus ou totalement différemment. On parle d'influence, on parle de web, et il a fallu vriller ou en tout cas transformer. Oui, et puis même dans notre métier de base, quant au graphisme, moi, quand j'ai démarré, on faisait des choses à la table lumineuse. Parce qu'il n'y avait pas les ordinateurs, on ne changeait pas une couleur comme ça en un claquement de doigts ou de souris. On attendait le chronopost qui devait arriver le lendemain pour valider la chromie. Oui, on faisait tirer ce qu'on appelait les films CMJN, on faisait des chromalins pour vérifier les couleurs, on allait faire signer le chromalin au client. Enfin, en fait, c'était des métiers totalement différents. Aujourd'hui, on a passé à autre chose. Et il y a pour le coup aussi des agences qui n'ont pas pris ce virage, qui aujourd'hui, je pense, sont dans des grandes difficultés. Toi, tu faisais référence tout à l'heure à des réseaux de dirigeants. Très vite, pour accompagner ton développement d'entreprise et ta casquette aussi métier dirigeante, tu as intégré le CJD, puis aujourd'hui c'est l'APM, ou peut-être les deux, je ne sais pas trop. C'est vraiment des réseaux que tu as choisis au-delà de faire du réseau pour te former? Oui. Le CJD, j'y suis allée par hasard, en fait, avec une personne qui travaillait au PIBS, là où j'avais pris des bureaux pour continuer, et qui m'a proposé d'aller voir, effectivement. Et du coup, j'y suis allée, ça m'a bien plu. Ça a été un parcours qui m'a permis de me former, en fait, parce que du coup, il y a... moi, je pense qu'il y a deux grandes catégories de dirigeants. Il y a ceux qui viennent des écoles de commerce, qui sont formés pour être dirigeants, et il y a ceux qui viennent par le métier, en fait, par des hommes, des gens de l'art. Et du coup, moi, cette partie dirigeant, alors même si je n'étais pas dirigeant au départ, parce que j'étais toute seule, donc on parle de dirigeant quand on a une équipe, pour moi. Mais j'étais pas préparée à ça. J'étais pas préparée à tous ces aspects aussi administratifs. Même la relation client. Voilà, commercial, comptabilité, bilan, savoir lire un bilan, etc. Donc, en fait, le CJD m'a permis de me former à tout ça, de monter vraiment en compétences, etc. J'y suis restée quelques années. Ça m'a permis aussi de participer à une aventure assez incroyable qui était la route du Rhum avec le bateau du CJD. Donc ça, c'était vraiment une très belle expérience. Et ensuite, j'ai fait une pause.
de quelques années et ça fait 3 ans que j'ai intégré un groupe APM. Ok. Mais dans aucun des deux réseaux, j'y suis allée pour faire du business. Du business ou du réseau. Ouais. Non, c'était vraiment pour puiser de la matière. Apprendre. Exactement. Partager des expériences, j'imagine, ou des... Oui, rencontrer aussi d'autres dirigeants gens qui vivent la même chose Ouais. et puis échanger sur nos problématiques, sortir un peu de ce qu'on appelle l'isolement Bien parfois du dirigeant. Mhm. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer mon mari qui faisait le même métier que moi, dirigeant, alors dans un autre domaine totalement différent. Mais ça aide beaucoup aussi dans l'accompagnement, Ouais. dans la compréhension de notre métier, etc. Dans le partage. Exactement, c'est quelque chose c'est une grande chance. Ouais, ça t'a fait du bien. Aussi pour parfois prendre un petit peu de recul ou un petit peu de hauteur par rapport à ton quotidien et pouvoir avoir un regard un peu extérieur ou... Ah oui, ils m'aident beaucoup. On échange beaucoup sur les problématiques. Alors parfois, effectivement, ils m'aident à prendre le recul que je n'arrive pas à prendre directement toute seule. Et puis, il y a cette compréhension en fait, de ce qu'on vit, parfois des difficultés, quand vraiment on passe par des phases qui ne sont pas très agréables. Parce que le job de dirigeant n'est pas un long fleuve tranquille. Tu as eu des grosses variations d'activité, toi d'ailleurs, sur ces 25 ans, du fait d'un contexte économique particulier, de crise, où tu bosses aussi avec beaucoup d'institutionnels? Pas trop. Non, pas trop. Non. T'es passé par plusieurs phases? Alors nous, les 3 domaines ou les 3 thèmes dans lesquels on a eu ce genre de phase, il y a eu d'abord, il y a assez longtemps maintenant, mais au démarrage de l'entreprise. Nous, on est une entreprise assez féminine, enfin on est 70% de femmes, je crois, 30% d'hommes à peu près. Et avec des jeunes femmes qui ont quasiment toutes le même âge. Donc j'ai connu, à une époque, 7 congés de maternité d'affilée. Et donc forcément, en termes d'organisation... Voilà, ce qui est absolument énorme. Avec à chaque fois cette double effet. Oui. Je suis hyper contente pour toi, c'est génial, etc. Et puis il va falloir que je m'organise, voilà, dans la foulée. Et donc ça, c'est déjà, tu vois, quand tu parles de variation, ça, c'était une grosse variation. La deuxième, ça a été au moment du Covid, parce qu'on a eu beaucoup de turnover dans l'entreprise. Okay. On a eu beaucoup de gens qui sont partis, pas pour travailler dans d'autres agences, mais pour des réorientations professionnelles. Ouais, c'est ça, un nouveau souffle, en fait. Il y a, exactement. Comme on dit, ça a fait des déclics ou des déclics ou des questionnements de nouveaux souffles. Tout à fait. Et puis il faut aussi savoir se renouveler dans ce métier de graphiste à un certain âge, même si les gens étaient assez jeunes. Mais on peut aussi tourner en rond, avoir fait le tour, etc. Et puis on est une petite entreprise, donc on ne propose pas des plans de carrière de folie. Donc il y a eu aussi cette problématique à gérer. Et puis, post-Covid, difficulté d'activité. Ouais, une reprise d'activité qui a quand même été un peu lente. Ouais, alors nous, je m'aperçois en discutant maintenant un peu qu'on est un peu à contre-courant. C'est-à-dire que post-Covid, les entreprises avaient plutôt une bonne activité directement et étaient plutôt dans des bonnes dynamiques. Quand nous, on a eu plutôt un creux. Ok. Et maintenant qu'elles ont plutôt un creux, nous, on est plutôt en train de remonter. Donc, une inertie, en fait, peut-être aussi. Une inertie, recherche de dire, allez, on repart dans l'innovation, on repart dans... ou alors, on a besoin de développer notre activité commerciale avec des nouveaux outils. Effectivement, vous avez cette expertise-là. Ouais, je ne saurais pas te dire à quoi c'est lié, mais effectivement, quand on dit que cette vie de dirigeant, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est qu'effectivement, il faut gérer ces périodes de crise ou mini-crise ou en tous les cas de difficulté, quel que soit le thème. Hein, tu vois, il y en a quand même plusieurs qui peuvent arriver. Là, je dirais qu'il y a même l'IA. L'IA peut perturber tes équipes parce que tu peux avoir quelqu'un qui te dit « Attends, mais moi, ça me dépasse. J'ai peur, j'ai pas envie, ou ça va me piquer mon job, ou je pense que ça peut perturber ou avoir des clients qui disent attends, on va faire avec l'IA maintenant, j'en sais rien, mais c'est encore un nouveau phénomène. Oui, ça arrive souvent. Je pense que notre plus gros challenge en tant que dirigeant, c'est de ne pas se laisser
embourbé dans le négatif et dans justement le fait de subir la situation qui se passe. Alors tu l'as subie. Le tout, c'est de ne pas rester trop longtemps à la subir et de tout de suite te mettre en posture de trouver des solutions en fait pour rebondir, pour que ça aille mieux, etc. Et pour embarquer les équipes aussi. Parce que du coup, c'est quand même à toi aussi de les amener dans du positif, dans de l'optimisme, etc. Donc, je pense que le plus gros challenge pour le dirigeant, c'est vraiment ça. C'est de trouver toujours le plan B. Tu peux pas aller du point A au point B par le chemin le plus court. Bah, tant pis, tu vas en prendre un autre, mais tu vas trouver la solution. Ça, tu crois que c'est un truc que tu as appris ou c'est quelque chose que tu as en toi, d'être optimiste, d'être challengeuse, d'être curieuse pour dire, bah attends, effectivement là, on est dans un petit nœud, il faut qu'on s'adapte, qu'on soit agile. C'est une question de personnalité, de tempérament? Alors, je pourrais pas répondre à cette question. Moi, je fais beaucoup les choses par instinct. D'accord. Et je pense que c'est plutôt... Alors, tu le développes forcément au fur et à mesure de cette expérience, puisque du coup, tu le disais tout à l'heure, 99, ça fait 26 ans. Donc forcément, tu as des repères et puis tu apprends sûrement à le faire plus vite, en fait. Mais oui, je pense qu'il y a aussi un fond de personnalité. Et moi, je me suis toujours dit que si je n'arrivais pas à dépasser des difficultés comme celle-là, qui me tirent plutôt vers le bas, tu vois, qui auraient pu me faire mal ou vraiment m'entraîner vers alors, je sais pas, je vais pas parler de dépression, de choses comme ça, mais en tous les cas, des choses très compliquées, j'aurais changé de métier. D'accord. Je me suis toujours dit ça. Si je subis trop ou que c'est trop difficile ou que je suis vraiment en souffrance, il vaut mieux que je fasse autre chose, en fait. Et ça, tu penses que tu sais t'écouter? Tu saurais écouter les frémissements? Enfin, en tout cas... Oui et non. Oui et non, mais oui, tu le sais forcément, même si tu veux pas forcément le voir, tu le sens. Ouais. Après, je te disais, moi, j'ai la chance de pouvoir aussi verbaliser ça très facilement, puisque j'ai cette chance à la maison de pouvoir partager. Donc, mais je sais que oui, si j'avais été en trop grosse difficulté et sans pouvoir trouver cette capacité à trouver la solution pour en sortir... j'aurais fait autre chose. Et je pense qu'il faut pas subir, il faut que tu restes aussi dans une notion un peu de plaisir. Quelquefois, quand j'échange avec d'autres dirigeants, je leur dis, moi, à partir du moment où ça m'inquiète trop, où ça m'empêche de dormir, etc., il faut trouver, il faut passer à autre chose. Et c'est pas très grave, en fait. Il vaut mieux savoir le faire aussi tant qu'il est temps. Oui, tant que tu sois très lucide, surtout. Tu as déjà été sollicitée pour être rachetée ou pour rejoindre une plus grosse agence? Enfin, aujourd'hui, si tu veux en parler ou pas, mais je veux dire, tu es à l'encre bleue, ça fait quand même, ça tient bien sa place. Havane et pas du tout qu'Havane, parce qu'en plus tes clients, je ne sais pas si tu peux les nommer ou pas, mais tu as des belles franchises, notamment sur tout ce travail de développement commercial, en fait, de mettre vraiment le marketing et la com au service du poumon commercial. Tu as pu déjà être sollicitée? C'est des réflexions que tu aurais pu avoir ou que tu pourrais avoir? Alors, on a été une fois sollicité, il y a quelques années. Donc, je me suis intéressée au sujet parce que je suis assez j'aime bien comprendre aussi. Je suis un peu taiseuse, sans doute. Donc, j'ai creusé quand même le projet. Et très vite, en fait, malgré tout, ça s'est arrêté parce qu'en fait, on n'était pas du tout sur le même niveau d'objectifs et de valeurs, en fait. Ok. Donc, j'ai quand même creusé la piste. Mais je pense que le dirigeant, en l'occurrence, n'était pas aligné avec ce que je voulais faire de l'agence et ce que je souhaitais qu'elle continue à perdurer dans une certaine lignée de valeurs, d'approche par rapport aux collaborateurs, aux clients, etc. De vision, ouais. Donc, et je pense que... Alors, moi, je ne suis pas encore prête à lâcher, etc. Même si je me rapproche de l'âge de la retraite. Mais bon, mon métier me passionne encore. Mais je pense que dans ce cas-là, soit effectivement tu vends et tu lâches complètement les rênes, soit tu trouves quelqu'un avec qui tu peux être en phase et laisser les choses sereinement, en fait. Une continuité. Ta liberté, c'est aussi ton indépendance quand même aujourd'hui. Finalement, choix des clients, choix des lignes éditoriales que tu veux assumer ou développer. On a quand même un monde aujourd'hui qui est complètement saturé de messages.
saturé d'outils aussi. Ça, c'est des choses, des éléments que vous brainstormez entre vous, quand vous produisez des recommandations pour vos clients. Gardez, on parle d'authenticité, d'incarner. Enfin, c'est complexe la com aujourd'hui, sortir du lot. Se renouveler, garder sa ligne, se dire ce qui est bien pour le client. Aujourd'hui, tu arrives à garder du sens, produire quelque chose qui est aligné avec toi, ce que tu veux assumer dans ton agence, mais aussi intégrer finalement ce monde qui bouge très vite et qui est saturé. On essaye un peu de faire la part des choses. C'est marrant que tu parles de ça parce que on est bousculé un peu par les nouveaux collaborateurs qui rentrent, qui ont l'habitude d'avoir d'autres outils, bien donc des messageries internes, des logiciels, des plateformes. Donc on les empile un tout petit peu, un peu trop parfois. Donc là on a remis un peu le haut là, et effectivement même dans l'approche interne de l'agence, nous, on voit bien parfois des schémas qui se mettent en place avec une digitalisation à outrance, donc où tout est organisé sur des fichiers, ce qui ne nous va pas forcément beaucoup, et où on est obligé de dire non, attention, nous, notre façon de travailler, c'est aussi de partager l'information à l'oral. Ouais. C'est aussi, on n'est quand même que 14, on peut se prendre 5 minutes pour échanger sur quelque chose plutôt que de s'envoyer 3 mails. Ouais, un message ou un sur groupe la messagerie WhatsApp interne, exactement, le Slack, ou des fichiers partagés que personne ne regardera jamais parce qu'en fait, tu reçois le mail et puis ensuite il passe aux oubliettes. Ouais. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Nous, on a quand même beaucoup de clients avec qui on travaille depuis longtemps. Tu nommais le réseau tout à l'heure, qui est le réseau Comptoir de la Mer. Ça fait 18 ans qu'on travaille avec eux. Donc au bout de 18 ans, effectivement, il y a de la connaissance du client, ce qui nous permet d'être aussi plus productif, plus réactif et aussi plus pertinent sur ce qu'on va proposer. Et puis de créer cette relation de confiance. Nous, on travaille beaucoup quand même sur la notion de fidélisation en fait. Et, oui, pas que la fidélisation sur les cartes de fidélité que vous analysez, non. Mais vraiment sur votre... Oui, les clients avec qui on travaille, la plupart du temps, on travaille avec eux sur des durées très longues. Ouais, c'est du partenariat. Exactement. Et le one-shot à l'agence, il n'existe pas beaucoup. Non. Okay. Alors, ça peut arriver sur des clients qui ont des demandes vraiment ponctuelles et qui ne peuvent pas s'inscrire dans quelque chose un budget plus long, bien sûr, de continu. Mais pour la plupart, en tous les cas, on est sur du temps long. Et ce temps long, il permet aussi d'amener un travail plus qualitatif, en fait. Oui, et puis je pense que ça permet en plus à tes équipes de trouver du plaisir, de se dire j'ai le temps de proposer des choses, de construire. On sait qu'il faut aller très vite. Je parlais justement de ce monde saturé, mais parce que les messages doivent diffuser très très vite. Mais finalement, une stratégie de marketing ou de communication, c'est aussi s'installer dans le temps. C'est aussi mettre des petites graines pour faire de la résonance. Et donc tout ça, mais il faut le faire comprendre, effectivement. Oui, puis parce que ton client, il a besoin de son résultat tout de suite. Alors, il a besoin de son résultat, mais il faut lui faire prendre du temps, effectivement, parce que souvent, il nous prévient à la dernière minute, mais du coup, c'est pour demain, ou c'était pour avant-hier, bien sûr, peu importe. Mais c'est vrai que c'est drôle ce que tu évoques parce qu'aujourd'hui, et notamment avec l'intégration de nouvelles personnes, on est un peu obligé de leur dire de prendre le temps en fait. Ouais. Effectivement, d'avoir du temps long sur les clients, de pas. Alors, évidemment, on doit être efficace, etc. Et réactif, bien sûr. Mais... Oui, mais quand même de prendre ce temps-là. Et dans ce que tu évoques, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, je découvre un peu ça, des choses qui doivent se faire vraiment dans l'instantanéité. Et malgré tout, quand tu prends du temps avec les gens, que tu leur expliques que c'est important, ils se laissent quand même embarquer par ça, et puis on n'est plus dans une production infernale de choses qui doivent sortir de l'agence aussitôt qu'elles sont rentrées. Ouais, il faut laisser s'installer le temps, le temps de la confiance et de comprendre, on connaît notre métier, on est là pour vous servir et on va performer. Oui, et puis nous, comme on est là, tu le disais tout à l'heure, depuis 26 ans, voilà, on a cette habitude en fait, donc on n'est pas dans cette urgence. Qui communique dans l'agence ? Qui communique pour l'agence ?
C'est un vrai sujet, on communique pour l'instant assez mal, hein, figure-toi. Je me permettrai pas de dire mal, assez peu. Assez peu. Un peu parfois quand même sur vos actus. Vos actus chaudes. Toi, tu prends aussi la parole, t'incarnes dans ta posture de dirigeante un peu, et ça c'est aussi intéressant parce que tu nous montres justement quand tu vis une intervention intéressante à l'APM, enfin t'aimes partager un peu, incarner et transmettre, mais effectivement sur l'agence, vous n'êtes pas très généreux. Non, on peut dire ça comme ça. Non, c'est un vrai sujet. Mais c'est peut-être parce que vous n'en avez pas besoin. Je me permets de dire ça, j'en sais rien, on a toujours besoin de communiquer, mais finalement ça roule comme ça. Je pense qu'en fait, tu sais, il y a ce vieil adage qui dit ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. C'est pas totalement faux. Okay. Alors, je pense que c'est pas qu'on n'en ait pas besoin. C'est qu'en fait, on priorise les dossiers clients plutôt que de prioriser notre besoin à nous. Ouais. Donc ça, c'est la première raison, je pense. Et puis, c'est en fait pas si simple de communiquer sur soi. Donc, on n'a pas cette prise de recul. Alors, je ne sais pas si tu connais une bonne agence que tu pourrais nous conseiller pour qu'on puisse lui demander de nous aider. Mais non, je blague. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas... parce qu'on se pose sans doute plus de questions et qu'il faut qu'on s'embarque nous-mêmes. Et du coup, c'est pas forcément Et puis, il y a évident. ce petit travail aussi, à un moment donné, de recul, d'analyse, d'audit que vous faites très bien pour vos clients pour pouvoir déterminer le bon positionnement, l'ADN, le discours, enfin... Il faut juste des fois prendre le temps de le faire pour soi. Et puis, ça s'est remis toujours à demain, à après-demain. C'est ça. Alors, figure-toi que c'est un travail qui est en cours. Bravo. Donc, on est plutôt... On a commencé à le formaliser et je pense qu'on va essayer de donner une nouvelle dynamique là, à partir du mois de septembre. C'est des choses qu'on essaie de structurer, voilà, différemment. Et on a trouvé les ressources internes. Là, donc c'est ça aussi, il faut identifier parce que c'est une question de moyens. C'est pour le nouveau quart de siècle qui arrive, en fait. C'est ça, exactement. Bon, tu vis ton entreprise avec des vraies convictions, avec la femme que tu es, et il y a une dimension très responsable chez toi. C'est le sport, c'est le bien-être, c'est le management par le bien-être, et ce sport qui est ce fil conducteur de ton quotidien en plus. Toi, très vite, ça fait déjà des années, vous faites du sport à l'encre bleue. Tu as embarqué ton équipe, tu leur as transmis ce virus. Alors en fait, ça s'est passé un peu par hasard au moment de la Vanthèse en fait. Du coup, on voulait faire ensemble toute la course et la marche. Et du coup, j'ai demandé à un coach, tu vois, de venir nous faire quelques séances, voilà, au mois de septembre avant la manifestation. Et puis, ça a bien plu, on s'est piqué au jeu et du coup, on l'a mis en place toute l'année. Alors là, on est dans une phase où on a perdu nos différents coachs. Le premier a arrêté son activité. Le deuxième a changé d'orientation, donc nous a lâché. Le troisième, là, qui était un jeune, est parti pour une expérience à l'étranger. On a pas mal bossé avec des jeunes, nous, dans ce domaine-là. En fait, moi, je me suis dit que c'était une façon de leur mettre un peu le pied à l'étrier. Mais oui, complètement. De se former aussi. Exactement, et de les aider à se lancer. Donc, on passe pas forcément par des grosses structures qui sont déjà installées, mais on essaye de donner ce petit coup de pouce à des jeunes qui se lancent. Donc là, en ce moment, on est dans une phase de transition. Mais alors, moi, j'ai un peu lâché, mais... Les filles continuent à s'entraîner quand même 2 fois par semaine. Parce qu'on était passé à 2 entraînements par semaine. Donc ça veut dire que ça fait partie du bien-être et de l'équilibre. Oui. Donc ça, en tant que dirigeante, je pense que tu es fière de ça aussi. Parce que c'est soigner, c'est prendre soin des autres, de soi-même. Alors moi, tu vois, tu utilises le mot fierté. C'est un échange qu'on a parfois en famille ou avec les amis. C'est un sentiment que je connais pas. Enfin, ça m'habite pas, la fierté. Je fais les choses plutôt par conviction. Quand on me dit tu peux être fière de toi, c'est pas de la fausse modestie, c'est pas quelque chose qui me tu conscientises pas. Oui. Non, et c'est pas quelque chose qui me porte. Après, par contre, j'aime faire les choses plus par conviction ou parce que j'ai le sentiment que ça va apporter quelque chose, soit à moi aussi égoïstement, soit aux collaborateurs. Et puis dans ce que je fais, souvent je le dis ici, mais c'est pas parfait. Après, j'essaye de faire du mieux que je peux. C'est comme quand on est parent, on n'est pas parfait, mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Et j'ai souvent entendu cette expression que j'aime bien. Il vaut mieux être un bon patron qu'un patron bon. Donc, essaye de faire les choses correctement. C'est pas toujours apprécié, c'est pas toujours compris.
mais tu le fais avec ton propre alignement à toi ou ta propre conscience à toi. Et finalement, c'est déjà quand même pas mal. C'est déjà bien. L'engagement citoyen, ça te porte aussi. Il se traduit dans de l'implication localement. D'ailleurs, je reviendrai à ça. On ne va pas revenir beaucoup sur la Vantaise, on a eu l'occasion de faire un podcast ensemble. Mais aujourd'hui, la Vantaise, dont tu es présidente, c'est plus qu'une course. C'est quoi pour toi la Vantaise aujourd'hui ? Alors, la course, c'est le prétexte. La course, c'est le prétexte. La Vantaise, elle nous sert à 3 choses essentielles. Faire de la prévention au dépistage des cancers de la femme. Je dis des cancers de la femme plus largement que le cancer du sein. En plus, on va se trouver face à une problématique parce que jusqu'à présent, le dépistage était organisé avec, on va dire, une action active vers les femmes, c'est-à-dire qu'en fait, elles recevaient à partir de 50 ans chez elles un document pour aller se faire dépister et faire une mammographie. Aujourd'hui, ça a été abandonné, c'est-à-dire que les femmes devront aller sur leur espace personnel Amélie pour y penser. Et puis télécharger leurs documents, prendre rendez-vous, etc. Donc on était déjà qu'à 50%. Donc 55% de dépistage en France avec un département du Morbihan qui n'était pas trop mal classé. Je pense que on aura du recul dans 1 an ou 2, mais je pense que ça va énormément chuter. Donc ça, c'est notre premier rôle. C'est la prévention, le dépistage. Et cette année, sans trop spoiler, notre fameux t-shirt de l'année, on sera dans cet angle-là parce que c'est celui qui nous semblait le plus important. Et notamment avec un sujet qui est certainement le premier pour les femmes, qui est de se connaître soi-même et notamment de pratiquer l'autopalpation pour détecter très vite s'il y a un souci ou pas et consulter. Donc ça, c'est le premier. La deuxième, c'est la reprise du sport, parce qu'en fait, sur la reprise du sport, on sait que soit en préventif, soit en curatif, ça va aider à la prévention de la maladie ou à l'aide pour guérir de la maladie. Ça, c'est aujourd'hui prouvé, c'est mesuré, et d'ailleurs, etc. on voit ça sur plein de maladies. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est venez prendre du temps pour découvrir le sport. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, et je rebondis par rapport à l'entreprise, le fait de s'être préparé pour la Vantaise. On a aujourd'hui des gens qui pratiquent le sport 2, 3, 4 fois par semaine, parce qu'ils ont commencé comme ça. Et moi, j'ai des amis qui ont démarré la Vantaise sans savoir courir, qui aujourd'hui s'inscrivent sur le marathon des sables, l'ultra-marin à 175 km, etc. Donc en fait, faire du sport et avoir cette hygiène de vie, c'est important. Donc en fait, on veut essayer de les embarquer. D'ailleurs, depuis cette année, il y a des entraînements toute l'année pour la Vantaise, pour ce qui n'était pas le cas avant. Exactement. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et puis le troisième, c'est de récolter des fonds. Bien sûr, pour la recherche. Je crois que depuis 18 ans, on a dû récolter et redistribuer 1 200 000 euros, 1 300 000 euros. L'année dernière, on a récolté 150 000 euros et redistribué. Donc ce sont des sommes énormes. Et avec cette somme-là, on peut concrètement soutenir des projets locaux, puisque tous nos projets, c'est la spécificité de la Vantaise depuis le début, tous nos projets sont identifiés, fléchés et ne reçoivent que l'argent dont ils ont besoin localement pour qu'effectivement une femme qui vienne participer à la Vantaise, que ce soit à la marche ou à la course, elle sache que les 14 € qu'elle va verser vont être réinvestis localement sur de l'aide aux malades, sur des programmes de recherche, etc. etc. Donc c'est tout ça la Vantaise. L'excuse étant la course ou la marche, alors qu'on a beaucoup développé, parce que quand on a démarré, on avait 700 participantes sur une seule manifestation le dimanche. Aujourd'hui, on en a 11 000 et ça dure sur 3 jours. Donc c'est devenu un moment phare pour Van. Et justement, ça me fait rebondir sur 2 choses. Cet engagement citoyen, il t'a été un peu honoré au travers
du plaisir que tu as eu a priori à avoir le droit de porter la flamme. Et ça, tu t'es déjà exprimé là-dessus, donc on va pas en reparler beaucoup, mais je pense que ça représente... ok, t'es pas fière, mais je pense qu'au fond de toi, c'est vraiment un moment très très fort. Tu avais pu en parler et tu en gardes des souvenirs inoubliables. Ouais, oui, et pour moi et pour le coup pour mon entourage et pour les gens de la Ventez, parce que ça a été une reconnaissance de notre manifestation et de mon implication. Mais oui, ça a été un moment particulier. D'abord, en fait, je m'y attendais pas du tout pour le coup. Et quand j'ai su qu'effectivement, j'allais faire partie des 4 porteurs choisis par la mairie de Vannes, donc par David Robot, j'en ai pleuré. Oui, j'ai eu des larmes parce que le sport, ça porte ma famille depuis très longtemps, depuis plusieurs générations, mais mon papa aussi, etc. Et ça continue effectivement avec les enfants. Donc ça représente aussi quelque chose de particulier. Et puis, on sait qu'on vit un moment privilégié. Unique un peu. Exactement. En tout cas, à ce moment-là, c'est unique. Oui, unique. Unique et dans une famille qui pratique beaucoup de sport. Le rêve de chacun d'entre nous quand on l'a pratiqué. Alors moi, je ne suis pas allée sur du très haut niveau, mais mon papa était au très haut niveau. Mes enfants ont pu le faire aussi. Le rêve de tout sportif. C'est le Graal, les JO. C'est ça. Et donc, le fait de se dire qu'on y participe d'une certaine façon, alors même si ce n'est pas dans l'exploit sportif, mais on y participe d'une certaine façon en portant cette flamme olympique et en étant reconnu par ça, c'est incroyable. Et ça a aussi beaucoup touché les gens de la Ventez, puisque c'était une reconnaissance aussi de notre manifestation. Et si je peux me permettre cette petite digression, on a organisé à l'issue de ce relais une petite fête avec tous les amis, la famille, l'association, les membres de l'association, etc. Et quand je suis arrivée, ils m'avaient réservé une petite surprise. J'arrivais après eux et ils avaient repris la musique et les paroles de Capitaine Flamme, ce dessin animé des années 80. Et voilà, c'est des moments d'émotion énormes en fait. Ça se voit, ton visage s'illumine encore plus. Tu revis, tu ressens. En fait, c'était il y a un an quasiment. Donc j'ai tous les souvenirs qui me reviennent parce que souvent les réseaux sociaux, etc., te repassent ces souvenirs-là. Et c'était des moments particuliers. Et puis bon, j'ai couru aussi pour ma petite étoile qui était au-dessus de moi, avec ses chaussures, etc. Et c'était des moments qui te marquent à vie, c'est sûr. Cet engagement, ces convictions que tu as, ça pourrait pas t'amener un peu en politique ? Je vais dire, moi je sais pas, tu pourrais être élu au sport, tu pourrais... Tu t'es jamais posé ces questions ? Ou peut-être que pareil, tu as été sollicitée, mais... Alors non, j'ai jamais été sollicitée. Ok. Je crois pas que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Enfin, je vais développer, mais en fait, j'aime beaucoup m'investir. Donc, je pourrais le faire de façon spontanée, etc. M'inscrire dans un programme politique, je suis pas certaine, parce que tu parlais de cette liberté d'agir, de penser, etc. Je pense qu'en fait, aussi en tant que dirigeant, on peut prendre des options. Je crois que quand tu es dans un mouvement comme celui-là, il faut aussi suivre le mouvement et accepter de le suivre. Exactement. Même si tout ne te plaît pas forcément, être ne un te peu correspond pas. Et je suis pas certaine. Par contre, oui, l'investissement citoyen, participer à certaines choses, mais de façon plus ponctuelle. Je pense pas forcément sur un engagement comme celui-là. Plus comme celui-ci. Tu déconnectes par le sport, mais tu as d'autres passions que le sport. Il y a des choses qui te plaisent, ou la natation, ou aller sur les îles du Golfe. Qu'est-ce qui te fait aussi couper, breaker, et peut-être même breaker de la Ventez et un peu sortir? Parce qu'il y a ta famille très présente. On voit que tu passes du temps avec alors tes nous, enfants. on est aussi un grand... Vous êtes très clan, tribu. On a un côté un peu tribu, avec les enfants, les amis aussi, qui sont très proches. Moi, j'ai la chance d'avoir une
très très forte complicité avec mon mari. Et on partage beaucoup d'activités ensemble. Alors, on partage le sport, mais moi, on aime voyager, que ce soit sur des découvertes localement ou des grands voyages. On a eu l'occasion de faire des grands voyages avec les enfants qui nous ont énormément nourris aussi. Et c'est quelque chose qu'on adore. Mais ça peut aussi être la musique. On va facilement sur Nantes ou sur Rennes voir un concert. Une exposition. C'est la curiosité. Ouais, tout nous nourrit en fait. Ou alors, tu vois, il n'y a pas longtemps, on a participé à la semaine du golf. On était sur un bateau. Voilà, on a passé la journée. On était heureux. En fait, je pense qu'on a cette chance de pouvoir aussi se nourrir un peu du quotidien en fait. Que ce soit avec des petites choses simples, des petits bonheurs et des plus grands bonheurs. Tout ce qui concerne la culture, la musique, les grandes compétitions sportives, on aime aller à Roland-Garros, voir le foot, voir le rugby. On va dès le 1er juillet prendre nos places d'abonnés pour la Pro D2. En fait, je pense qu'on profite de tous ces instants-là. Ouais. Ton emploi du temps est bien rempli quand même. Oui, il est pas mal rempli. Parce que là, après l'été, je pense qu'on attaque quand même un peu copieusement la Vantaise, même si on a vraiment compris que c'était très organisé, structuré, comme une PME. Et c'est ce qui fait le succès, et que tu arrives à tout gérer avec le reste des équipes. Tu as un emploi du temps bien occupé. Oui, après, c'est ce que j'aime aussi. C'est ce que tu aimes aussi, c'est ça. Ça te nourrit, comme tu dis. Oui, moi, si c'est pas un rythme un peu soutenu, je m'ennuie. Bon, et on va finir avec ça, mais toi, tu te vois où et comment dans 10 ans, dans 15 ans ? Alors moi, tu sais, Annabelle, en fait, le truc, c'est que je suis pas quelqu'un qui se projette beaucoup. Donc, c'est une question à laquelle j'aurais du mal à répondre et qui foncièrement ne m'intéresse pas, entre guillemets, parce que moi, je profite vraiment de l'instant. Donc moi, je suis dans l'instant. J'ai quasiment toujours été, mais l'instant, quand je dis l'instant, c'est l'instant là on est dans le présent, podcast, je ne pense à rien d'autre, mais dans le présent. Je suis ancrée dans le présent. Et alors pour le coup c'est un peu antinomique, mais j'anticipe beaucoup de choses. Donc j'ai une trop grosse fâcheuse tendance à anticiper, et donc quelquefois à m'angoisser parfois pour des choses qui ne sont pas arrivées, alors qu'elles peut-être elles n'arriveront pas d'ailleurs. Donc ça c'est un peu le côté bizarre, mais pour le coup je me projette très peu. Pas toi dans ton métier et tout ça. Je me projette très peu et je profite de ce qui m'est donné maintenant, dans le présent, à l'instant T. Je me nourris de ça, en fait. Mais ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans... Tu verras. Ouais, je verrai. Je verrai. Puis, en fait, tu sais, souvent, je dis ça à Pierre. Alors, je ne suis pas une contemplative, pourtant, mais quand on est à la maison, on a la chance d'avoir un jardin et... Quasiment tous les soirs, je m'assois au même endroit, sur le canapé, je lui dis « Oh, regarde, c'est beau, on a vraiment de la chance. » Et donc, il me dit « Oui, je sais, tu me l'as déjà dit hier. » Oui, mais je le redis parce que ce soir, c'est encore mieux. Parce que j'adore. Et tu vois, il y a des lieux, quelquefois, quand j'ai la chance de pouvoir venir au bureau quand il fait beau, parce que je suis un peu feignante, je viens que quand il fait beau et que j'ai pas de contraintes. Mais je prends pas forcément le chemin le plus court pour aller du bureau à chez moi. Je passe par le pont de Quérino, parce que j'adore cet endroit. Je passe par le pont de Quérino, par le port, et je me dis, waouh, vraiment, tu t'arrêtes 5 minutes, tu regardes la vue, tu as des lumières qui sont tout le temps différentes. C'est vrai. Et tu te nourris juste de ça, en fait. Et j'ai le sentiment d'avoir vraiment eu toujours de la chance, en fait, dans ce parcours, dans la vie que je vis, dans les gens qui m'entourent, dans les rencontres que j'ai faites, dans ma vie personnelle, donc je me dis que dans 10 ans, ce sera pareil. Ce sera aussi bien. Exactement, et que pour le coup, ça ne m'inquiète pas, et je fais assez confiance en la vie. Ouais. C'est une belle fin, ça, faire confiance en la vie. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci. Et puis, on va démarrer l'été, là, en plus, donc c'est merveilleux. C'est ça, exactement. Merci, Annabelle. À bientôt. Merci, Bénédicte, pour ta parole libre et inspirante. Si vous souhaitez en savoir plus sur son agence à l'encre bleue ou soutenir la Vantaise, tout est à portée de clic sur les réseaux et sur le web. Ciao, ciao!